Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger et d'accueillir la doctoresse Maike Krusman, qui est diplômée en nutrition et diététique, qui est titulaire d'un master en santé publique de l'Université de Genève, qui a et aussi un doctorat en sciences de la vie à l'Université de Lausanne et également encore sa propre entreprise MK Nutrition. Maike, bienvenue sur le Hopcast. Bonjour, merci. Ça fait une longue introduction avec tous ces diplômes. Ouais, ouais, ça me surprend toujours moi-même en fait. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Et dans cet épisode, on va parler ensemble du coup de la perte de poids, la nutrition et les changements métaboliques aussi, surtout pour le public qui nous écoute, les plus de 40 ans, et notamment particulièrement les femmes aussi qui sont soit en préménopause, soit ménopausées déjà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, nous dire un peu ton parcours, tes spécialités, etc. D'accord, merci. Alors, bon, les principales spécialités, je crois que tu les as bien mentionnées déjà. Donc, moi, je suis diététicienne. J'ai un parcours un peu académique, on va dire, au départ. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années de recherche, ça m'a manqué de parler avec les gens qui étaient concernés justement par l'objet de ma recherche. Et c'est vrai que ce qui me passionne, en fait, c'est de traduire la science en solutions concrètes, un peu accessibles, en fait. Et puis, voilà, que les personnes puissent les appliquer directement. Et ben, aujourd'hui, dans mon travail, j'ai la très grande chance de pouvoir allier en fait cette expertise académique que j'ai acquis ben, voilà, en faisant de la recherche, en faisant tous mes diplômes, etc. Et puis vraiment une approche sur mesure, approfondie et personnalisée. Et ben, ça, je le fais dans les consultations au cabinet. Je le fais aussi avec les étudiants parce que je continue d'enseigner en fait dans différentes universités et hautes écoles. Et puis, je le fais dans des conférences, des cours et ben, dans des podcasts comme par exemple aujourd'hui. Mhm. Et sauf erreur, tu as aussi écrit un livre aussi. Oui. Ouais, donc si tu peux nous Merci de le rappeler rappeler. peut-être En fait, le je titre. suis très mauvaise pour faire de la publicité pour moi-même. Donc oui, effectivement, j'ai écrit un livre sur le maintien de la perte de poids. Ça a fait l'objet de plusieurs années de recherche. Et pareil, je me suis dit, mais quel dommage de laisser toute cette recherche dans un coin poussiéreux pour les chercheurs. Donc je l'ai traduit en solutions concrètes. Ça s'appelle Changer de poids, c'est changer de vie. Et ça parle du maintien de la perte de poids. Merci Mhm. beaucoup. Donc, on vous invite, les personnes qui nous écoutent, à aller le lire. Et du coup, on va rentrer dans la première partie c'est pour essayer de comprendre ces variations métaboliques qui se passent après 40 ans. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les grands changements qui se passent en termes de hormonal, aussi métabolique, je l'ai dit, et du coup, nous donner un peu voilà, des pistes sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça impacte autant finalement notre silhouette et puis notre santé finalement globale. Alors, bon, moi, je ne suis pas médecin, hein, donc les changements hormonaux et physiologiques, je ne vais pas entrer dans le détail. Je pense que ce qui est surtout frappant après 40 ans, c'est que tout d'un coup, les petits changements qui sont arrivés de manière très progressive et de manière un peu ténue comme ça, eh bien, c'est pas que tout d'un coup ils explosent, mais tout d'un coup on en voit un peu leurs effets. Euh, un jour, en fait, la personne se dit, tiens, je dors moins bien, tiens, je récupère moins bien, tiens, j'ai pris un peu de poids, etc. Ça, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes. Et puis, bah, chez les femmes, comme tu as dit, tu as mentionné au départ, c'est vrai que les femmes sont particulièrement touchées dans le sens où il y a une chute hormonale qui démarre un peu progressivement, mais qui, effectivement, à un moment donné, c'est un petit peu le plongeon dans les abysses. C'est-à-dire que les hormones qu'on a tendance à appeler les hormones de la reproduction, telles que principalement les oestrogènes, elles diminuent. Et c'est frappant parce qu'on parle de la diminution ou de la baisse ou de l'arrêt de la reproduction, mais en vrai, ces hormones-là, elles font plein, plein de trucs dans le corps. Donc, particulièrement les oestrogènes, elles régulent tout le métabolisme, elles s'occupent de la synthèse des muscles, elles s'occupent de la solidité des os. Et donc, lorsqu'elles diminuent, bah, d'abord progressivement, puis ensuite, bah, grosso modo, on ne les fabrique plus, eh bien, on a toutes ces conséquences qui commencent à apparaître de manière beaucoup plus perceptible. Et bah, c'est ça qu'on observe en fait avec une diminution de la masse musculaire, avec une diminution un petit peu du métabolisme de repos aussi, avec une augmentation de la fatigue.
Et puis tout plein de symptômes qui viennent avec, comme voilà, ça peut être des symptômes de transpiration, d'irritabilité, etc. Parce que ces hormones, en fait, elles font un peu un effet amortisseur de tout ce qui nous arrive au cours de la journée. Et puis elles sont plus là, et donc on est un peu plus à vif, en fait, à ce moment-là. Donc, on peut commencer déjà un peu à entrevoir des pistes de pourquoi ça peut impacter aussi, du coup, la prise de kilos. Est-ce que déjà, avant toute chose, pourquoi ça rend finalement complexe de perdre ces kilos, ce poids? Est-ce qu'on devrait parler vraiment de poids ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler finalement de masse grasse pour se détacher un Mhm. peu de cette balance? Oui, ah ben, c'est une très très bonne remarque. C'est vrai que la problématique du poids, c'est tellement réducteur. Donc la composition corporelle, elle change indépendamment du poids. Hein. Donc d'abord, il y a un peu ce shift, une augmentation de la masse grasse, une diminution de la masse musculaire en proportion, pas forcément en quantité, hein, c'est vraiment Mhm, un ajustement comme ça. Et puis, bah, ce qui se passe aussi, c'est que comme on diminue un petit peu la masse musculaire et que la masse musculaire coûte plus d'énergie à être entretenue que la masse grasse, pardon, la dépense énergétique de repos diminue aussi un tout petit peu. Et c'est assez peu perceptible quand on essaye de faire des mesures, en fait. C'est très difficile à quantifier parce qu'on est dans la marge d'erreur des appareils de mesure. Même les calorimètres sont assez imprécis, en fait. Et donc, c'est une réalité, mais elle est très difficilement mesurable. mhm. Voilà. Ok. Et puis, du coup, comment éviter finalement, j'ai un peu aussi une part de réponse, mais comment éviter finalement cette perte de muscle finalement qui se produit naturellement? Est-ce qu'on peut avoir un effet dessus? Est-ce qu'on peut ralentir? Est-ce qu'on peut rebooster notre métabolisme? Est-ce que tu nous en dire un peu plus à ce sujet? Bon, alors, je pense que le premier point, c'est quand même d'essayer de partir du plus haut possible. Donc, c'est vraiment d'entretenir sa masse musculaire le plus longtemps possible, le mieux possible. Et puis, l'autre chose à dire, c'est que c'est jamais trop tard pour commencer. Et le muscle, ben, il faut l'utiliser pour qu'il s'améliore, qu'il augmente en quantité, en volume, en force. Et donc, c'est vraiment important de bouger. Et alors, on parle beaucoup de renforcement musculaire, de musculation même. Et oui, bien sûr, c'est important, mais tout mouvement est important. Et donc, de se dire, j'ai pas le temps d'aller faire du sport ou j'aime pas aller à la salle de muscu, donc tant pis, je fais rien. Ben, c'est un mauvais raisonnement parce que juste même de porter son propre corps en marchant ou de monter les escaliers, c'est-à-dire porter chaque fois son propre poids sur chaque marche, eh ben, c'est déjà un stimulus qui va contribuer à entretenir la masse musculaire. Donc l'organisme, le corps humain est fait pour le mouvement et ben, il faut essayer d'utiliser au maximum ses capacités. Donc oui, il faut, si possible, faire du renforcement musculaire pour entretenir cette fibre, puisque sinon elle va juste diminuer en fait. Et donc, c'est en gros, c'est pousser, tirer, porter. Alors, pousser, porter, tirer son propre poids ou des poids supplémentaires, ça, c'est à chacun de voir ses capacités et ses envies. Mais ça, c'est quand même un truc très important. Et puis après, ben, c'est bien sûr de rester en mouvement, de se déplacer autant que possible avec son propre corps comme véhicule, en fait. Tout à fait. Donc, on voit qu'on peut déjà faire beaucoup de choses dans son quotidien, rajouter si jamais aussi des séances finalement spécifiques. J'ai vu que Oui. vous étiez une adepte du triathlon aussi, donc on n'a pas besoin forcément de rentrer dans de la performance pour finalement prendre soin de ses muscles. C'est clair. Et puis après, alors on parle beaucoup, beaucoup des protéines en ce moment sur les réseaux Mhm. sociaux, et pas que sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est un petit peu de nouveau hein, le grand truc. Alors, l'apport en protéines, il est très important pour l'entretien de la masse musculaire, pas seulement, mais aussi pour ça. Maintenant, d'augmenter son apport alimentaire en protéines sans augmenter ou maintenir son activité physique, ben, ça ne sert à rien. Donc, Mhm. juste manger des protéines, ça ne va pas fabriquer de la fibre musculaire comme ça. Hein. Il faut Ouais, il faut stimuler le muscle stimuler. pour qu'il se synthétise. Et puis, je pense que tu es bien placé pour savoir ça et proposer ça aussi comme activité avec les personnes que tu vois au quotidien. Mhm, mhm. Ça me fait penser du coup que tu abordes le sujet des protéines. Euh, est-ce que tu es
Est-ce que tu penses que des fois, moi j'ai l'impression que le ratio finalement des personnes entre glucides, donc tout ce qui est, on va dire, féculent pour le grand public, pâtes, riz, pain, etc., et protéines, est pas souvent un peu presque inversé? Disons on sous-consomme un peu de protéines et on consomme beaucoup trop finalement des glucides pour finalement l'énergie qu'on en a besoin, euh, parce qu'on bouge moins, on va dire, au quotidien de manière générale. Je dis. Alors, dans la population générale, j'aurais de la peine à dire. Ce dont je me rends compte, c'est que, alors, on a bien sûr plein un peu de sous-catégories, un peu des tribus en quelque sorte. Mhm, Et puis, c'est vrai que les gens ont tendance un peu à diaboliser certains aliments et puis à en surconsommer d'autres. Je dirais que dans l'ensemble, ce qui se passe avec l'âge, et ça c'est vrai pour les hommes aussi, c'est que le mode de vie quand même, il change passablement et que là où il y avait des besoins énergétiques qui étaient relativement élevés lorsque les gens sont des jeunes adultes avec plein d'activités à gauche à droite, ils montent les escaliers au 4 à 4, enfin voilà, ils ont toute cette énergie ou même lorsque par exemple on a une famille avec des jeunes enfants, la dépense énergétique, elle est telle qu'elle elle va aussi nécessiter en fait des apports en glucides, en hydrates de carbone qui sont relativement importants. Et puis, on prend des habitudes et lorsque les gens deviennent davantage sédentaires, ont moins d'activité physique ou simplement ralentissent leur mouvement, parce que ça suffit des fois aussi à faire baisser la dépense énergétique, ils gardent quand même les mêmes portions. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Donc, on est dans des habitudes qui sont tellement ancrées qu'il faut vraiment prendre une décision consciente, concrètement, pour changer ça. Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent, les gens vont entendre des conseils du genre, ouais, il faut manger beaucoup de protéines. Et donc, ils vont rajouter des couches de protéines dans leurs aliments, mais ils vont pas ajuster les autres choses. mhm, Ou tout d'un coup, on dit, ah oui, mais il faut absolument prendre un petit déjeuner. Ok, bon alors je rajoute un petit déjeuner, mais je diminue nulle part ailleurs. Forcément, je prends du poids. mhm, Et donc, on se retrouve effectivement avec des personnes qui ont une alimentation qui est un peu déséquilibrée, alors qu'ils ont l'impression de faire tout bien, tout juste. Mais chaque conseil pris tout seul, il est sûrement pas mal. Mais quand on met tout ensemble, ça n'a plus de cohérence, en fait. mhm, mhm, Et donc, on peut se retrouver effectivement soit dans le cas de figure que tu décris, où les gens ont diminué la viande rouge, ont diminué le fromage, parce qu'on leur a dit attention, il ne faut pas manger trop de viande rouge, il faut faire attention aux matières grasses, donc on diminue le fromage sont remplacés par d'autres sources de protéines. Et donc là, on va avoir un apport insuffisant, clairement. Soit l'inverse, où on a un peu diabolisé les glucides, on les a un peu écartés, mais sans forcément trouver l'énergie en suffisance ailleurs. Et dans les deux cas, ça va avoir des conséquences négatives quand même sur la composition corporelle, voire sur le poids. mhm. Ouais, donc on voit que ça s'arrête pas à un simple conseil et qu'il faut analyser un peu comment on mange finalement au quotidien et qu'est-ce qu'on doit ajuster dans notre mode de vie qui nous correspond, si j'ai bien compris. Exactement ça. C'est ça. Du coup, on a déjà commencé un petit peu à toucher sur cette question, mais quelles approches finalement nutritionnelles tu recommandes pour soit maintenir déjà le poids ou la plupart des fois on a envie de perdre un tout petit peu, et notamment vers les personnes de plus de 40 ans et de manière saine. Alors, bah déjà, je pense, une question très importante à se poser, c'est est-ce que c'est bien nécessaire de perdre du poids? Ce que j'observe chez les femmes, beaucoup de femmes, c'est une pression un peu toute la vie pour rester mince, rester fit, etc. Et elles ont une espèce de poids à ne pas dépasser dans la tête, qui est basé sur rien d'autre qu'une décision qu'elles ont prise un jour. Et des fois, c'est pas tenable sur la durée. Et donc, est-ce que d'avoir pris 2 kilos autour de la ménopause, c'est vraiment un problème ou pas? Est-ce que c'est la pression de la société? Est-ce que c'est la propre pression que la personne se met? Voilà, donc là, il y a quand même des questions à se poser parce qu'il y a beaucoup de femmes qui abîment leur santé, en fait, à chercher à être un poids inférieur que leur poids physiologique. OK? Donc, ça, je pense que de vraiment avoir une vraie réflexion sur est-ce que c'est si important que ça de faire moins de kilos, voilà, ça, c'est peut-être la Mhm. première question. S'il y a réellement un besoin, une nécessité ou un désir très, très, très profond de perdre du poids et qu'on reste dans des quantités, enfin
un poids normal, une corpulence qui est adaptée à une bonne santé. Alors, je ne vais pas répondre avec des réponses très alimentaires, mais plutôt avec des réponses, je dirais, d'attitude. Je pense que la première attitude, c'est d'éviter la brutalité. La brutalité, c'est par exemple le régime drastique, mais c'est aussi d'essayer de résister à sa sensation de faim, mais c'est aussi de ne pas écouter sa sensation de rassasiement. On a tendance à dire, oui, il faudrait pas manger quand on n'a pas faim, etc. Donc, sous-entendu, ben, on se restreint un petit peu et on fait gaffe. Si on n'a pas faim, bon, on ne mange pas. Mais ça veut aussi dire que quand on a faim, on mange. Et pareil pour le rassasiement, c'est important disons, de ne pas trop dépasser son rassasiement parce que c'est pas très bon pour le corps de faire ça. Hein, donc, on a vraiment ce respect finalement de son corps et puis de se dire, ben, la non-brutalité, c'est pas juste, je fais pas un régime hyper drastique et horrible, mais aussi j'écoute mes sensations. Donc, j'essaye de pas surconsommer, mais j'essaye aussi de manger au moment où j'ai faim et de pas essayer de nier cette sensation physique qui est quand même super importante. Une autre chose qui est importante, c'est la cohérence. C'est-à-dire que si on essaye un truc, puis qu'au bout de 2 semaines, on en a marre, puis on change, et puis après, on essaye de nouveau un autre truc, etc., on va avoir de la peine à avoir un effet dans la durée. L'organisme, il ne répond pas du tac au tac, hein. Et donc, si on veut voir un résultat tant soit peu durable, il faut quand même être dans la cohérence et dans la durée, et donc dans la persévérance. Et puis, alors, il y a aussi évidemment une combinaison de choix alimentaires adéquats, on en a déjà un petit peu parlé, une activité physique suffisante. Il y a des personnes qui effectivement sont vraiment beaucoup trop sédentaires et ça va être très très difficile de maintenir un poids correct avec zéro activité physique ou très très peu d'activité physique. Et puis elles sommeillent. On a tendance à l'oublier aussi, mais le sommeil, c'est super important. Et c'est pas juste parce que la sécrétion de cortisol, blablabla. C'est aussi parce que quand on ne dort pas assez et qu'on est fatigué, c'est beaucoup plus difficile de résister à des tentations alimentaires. Mhm. Quand on essaye de réorganiser son alimentation, c'est un effort incroyable. Et du coup, c'est évident que lorsque on est fatigué et un peu énervé, ben, ça va être super compliqué de pas se resservir si c'est super bon, ou de pas finir le paquet de biscuits qu'on a entamé, ou de pas se resservir un verre de vin, etc. Et puis, c'est toutes ces petites choses cumulées qui vont contribuer finalement à la résistance à la perte de poids. Et ça, c'est vrai pour les hommes aussi, hein. Ouais. Moi, je vois quand on parle des femmes, et je pense que bien sûr, c'est un domaine super important, elles sont peu présentes encore dans la recherche en nutrition, etc. Mais moi, je reçois beaucoup d'hommes en consultation qui sont aussi dans cette phase de vie et qui, voilà, ils ont plein de succès au travail, nanana, mais eux aussi, ils stressent le tour de taille augmente. Eux aussi, ils ont envie de rester fit et sains et ils doivent aussi tout gérer. Donc, voilà, il y a beaucoup de pression au travail, il y a en même temps la pression sur l'assiette, ils doivent faire de l'activité physique. Je veux dire, tout le monde autour de cet âge-là se retrouve quand même un peu dans ce cas de figure, quoi. Mhm. Clairement, puis on voit que c'est vraiment le mode de vie en général à t'entendre. Mhm. Et aussi, il y a beaucoup de parallèles qui se fait finalement avec le sport santé parce que c'est de la régularité, du mental, des attitudes, tu as parlé. Donc, et puis après, ben, c'est clair si c'est un peu structuré, qu'on a une idée un peu plus claire aussi du plan d'action finalement. Et après, c'est Oui, vraiment maintenir tout ça dans le temps et puis trouver surtout, à mon avis, c'est de trouver une façon de manger qui nous correspond et puis qui finalement ne doit pas se nommer régime, mais quelque chose qu'on peut tenir et puis que ça ne nous dérange pas de manger comme ça tous les jours. Parce que je pense que c'est que comme ça qu'on arrive à avoir voilà, un poids sain finalement. Et puis comme tu dis, même ça. si c'est 2 kilos de plus, enfin, faut voir comment on se ressent par rapport à ces kilos de plus, quoi. Puis en Ouais. plus, à Mais je nouveau, pense que se séparer des kilos, quoi, parce que c'est vrai que des fois, oui, c'est ça. on a des Mais je mauvaises pense que tu le surprises. vois aussi par rapport à l'activité, c'est-à-dire que finalement, l'activité qui marche, c'est celle que les gens peuvent faire. Mhm. Déjà sont capables de faire, ont envie de faire. Et donc, il faut un peu imaginer quelque chose. Puis ça, c'est notre boulot à nous, d'être un peu créatif, puis de trouver la manière d'entrer en lien avec la personne pour Mhm. qu'elle puisse adopter quelque chose qui lui convienne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va jamais changer.
on peut très bien dire, bah alors, vous faites ça pendant 2 mois, puis quand vous en avez marre, on essaye autre chose. Ça, c'est Mhm, normal, c'est OK. Et parfois, certaines personnes ont envie de faire vraiment un régime un peu, OK, clac, clac, je fais un reset, voire un jeûne ou j'en sais rien. Moi, je ne suis pas fermée à ça. Par contre, je dis toujours, vous faites quoi quand c'est fini? Donc, mhm, c'est comme les personnes qui veulent faire, par exemple, le dry January. Super, pas d'alcool pendant un mois. Tu fais quoi le 1er février? mhm, mhm, C'est ça le moment important. mhm, mhm. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Et d'ailleurs, ben, mon livre sur le maintien de la perte de poids, c'est beaucoup de ça que ça parle. La perte de poids, finalement, peu importe comment elle est survenue. Moi, ce qui Mhm. m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu mets en place après pour que ça perdure. C'est ça, pour finalement que tu reprennes pas, finalement, et souvent on sait qu'on reprend plus, et puis qu'on est dans ces fameux yo-yo, quoi, qu'on essaie d'éviter. Et c'est vrai que le parallèle avec le Exactement. sport santé, tu disais de pas être brutal aussi, c'est pour ça que nous, on Ouais. essaye d'être le plus adapté possible et le plus progressif aussi possible, parce que c'est vrai que c'est la même chose avec les habitudes alimentaires. Si on veut tout changer en même temps, au bout d'un moment, on va se perdre, puis au bout d'un moment, on va dire, oh, tant pis, et puis je repars à mes mauvaises habitudes, finalement. Donc, ouais, il y a beaucoup de parallèles et beaucoup de complémentarité, je pense, entre nutrition et le sport santé. De toute façon, ça va ensemble, hein. Oui, oui. Donc, on va aussi poursuivre. Donc, voilà, on va peut-être pas parler forcément d'aliments spécifiques et tout, parce que j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup une histoire de mentalité, d'état d'esprit, on va dire, par rapport à tout ça. Même si bah, tu peux me dire si tu penses que c'est important d'aborder quelques catégories de nutriments, ou bien si tu penses que Quand même, je dirais, ce qu'on voit beaucoup, bon, les protéines, on en a on a parlé, parlé. ouais. Mhm, C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui mangent pas assez de protéines, hein. Ça, c'est mhm, quand même encore réel. Elles ont pris pour elles, en fait, les recommandations de santé publique de manger moins de viande, puis elles n'ont pas remplacé. Donc, voilà, ça, il faut quand même faire gaffe. mhm, Ensuite, il y a quand même le truc des matières grasses, et en particulier les matières grasses saturées, parce qu'en fait, les œstrogènes, elles protègent les femmes contre les maladies cardiovasculaires, mais là, il n'y a plus, hein. mhm, Donc, il faut vraiment faire attention aux matières grasses, à l'excès de matières grasses d'une manière générale, mais aux matières grasses saturées d'autre part. Et donc, voilà, l'huile de coco, enfin la graisse de coco, non, c'est pas du tout une bonne idée, c'est riche en graisses saturées. Et l'excès d'aliments très gras, même si c'est des graisses très saines, comme celles qu'on trouve dans les amandes, dans l'avocat, etc., ben, l'excès, c'est quand même pas bon, hein. Donc, voilà, ça, mhm, c'est quand même aussi un point que je vois souvent. Ensuite, une autre chose, c'est l'hydratation. Le nombre de femmes mal hydratées, déshydratées que je reçois en cabinet, c'est phénoménal. Il y a très peu de données là-dessus. Euh, bon, il y a une question de temps, d'habitude, d'organisation, etc. Il y a aussi la problématique des fuites urinaires, hein, qui est très, mhm, très fréquente et qui augmente à cet âge-là, en fait. Et une femme qui veut éviter d'avoir des fuites urinaires, ben, elle ne boit pas ou pas mhm, assez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une problématique qui est très, très importante. Et moi, je l'aborde maintenant quasiment systématiquement en consultation. Et puis, il y a l'alcool. Parce mhm, que l'alcool, c'est pas un aliment comme un autre, mais n'empêche qu'il fait partie de beaucoup d'événements, de repas, etc. Il est énormément banalisé dans notre société. Et puis, ben, autour de la 40-50aine, il y a un peu des habitudes qui sont prises. C'est un peu moins le côté, allez, je me mets, vraiment, je le mets de manière un peu lit comme ça, mais je me mets une caisse le week-end et puis le reste de la semaine, ça va. Là, c'est plutôt, je bois tous les jours un peu ou plusieurs fois par semaine. Et puis un peu, ben, en général, c'est pas un verre de vin, c'est deux, trois, voire davantage. mhm, Et donc là, on se retrouve avec une banalisation en fait de la consommation d'alcool parce qu'il y a moins d'ivresse, mais c'est extrêmement calorique l'alcool d'une part. C'est une énergie qui va se transformer entre guillemets directement en matière grasse dans le corps, donc c'est pas une bonne idée. Et puis, ben, ça perturbe le sommeil, ça perturbe la récupération, ça inhibe la synthèse musculaire, c'est quand même un toxique pour les organes. Donc, ça, c'est quand même aussi un point où ça vaudrait la peine, je pense, pour chacun de compter pendant quelques mhm. semaines les unités d'alcool qui sont consommées et commencer par là. C'est souvent assez visible, en fait, sur la corpulence, disons, et la composition corporelle. Et le fameux verre de rouge que souvent on entend à midi, bonne idée ou pas bonne idée? Ah, très mauvaise idée. Je Ouais, ouais. pensais. Alors, je suis pas contre, personnellement, je suis pas contre le vin, hein. Là, je veux dire, moi, je bois du vin de temps en temps. C'est De pas manière régulière, je anti-vin, je suis disais, pas toi. anti-alcool.
Mhm. Mais s'imaginer que parce qu'on boit un verre de vin rouge, on va faire du bien à notre corps ou Dieu sait quoi, non, non, Mhm. c'est en tout cas pas. Il y a, Ouais. vraiment, c'est des mauvaises données qui ont essayé de faire croire que les antioxydants du vin étaient bons pour le corps. Non, c'est C'est les producteurs de vin, c'est ça. si on boit le vin, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'il est bon et parce Ouais. qu'on sait maîtriser la quantité. C'est en tout cas pas pour la santé, quoi. Donc, le garder pour les occasions. Et voilà. Exactement. Mhm. Mhm. Et du coup aussi, quelle est l'importance du microbiote intestinal dans cette gestion de notre poids et de notre santé en général? Et comment on peut le favoriser aussi avec l'alimentation? Alors, il est super important. Et le microbiote, on commence vraiment à se rendre compte à quel point il est important parce que le microbiote dans la population, il commence à pas aller très bien. Et en général, en alimentation, nutrition, c'est quand ça commence à aller mal qu'on se rend compte de l'importance de l'élément, que ce soit une vitamine hein, ou que ce soit justement le microbiote. Donc, euh, qu'est-ce qui aide le bon microbiote? Ben, c'est une alimentation qui est très riche en végétaux, en fibres particulièrement, et en phytonutriments. Donc, on va privilégier les légumes, les fruits, les aliments complets, riches en fibres. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui va nourrir notre microbiote. La deuxième chose qui a été démontrée comme aidant le bon microbiote, c'est le mouvement. C'est l'activité physique. C'est pas le sport à outrance, mais c'est l'activité physique. Et donc, ça, c'est vraiment les deux éléments principaux qui aident au microbiote. Ensuite, ce qui aide pas, qui l'abîme en fait, c'est les aliments ultra transformés. On ne sait pas très bien si c'est l'aliment lui-même qui va tuer les bonnes bactéries hein, ou privilégier les mauvaises, ou si c'est parce que les gens qui consomment beaucoup d'aliments ultra transformés, en général, ne mangent pas assez de légumes, pas assez de fruits, pas assez de léagineux, etc. hein. Donc, Mhm. de nouveau, en alimentation, on ne peut pas juste changer un seul truc et puis ou ajouter un seul truc et puis voir l'impact. En général, c'est un ensemble. Mais donc, les personnes qui mangent beaucoup d'aliments très, très transformés, industrialisés, etc., eh bien, ils ont un moins bon microbiote que les autres. Maintenant, il faut quand même savoir que les tests de microbiote, ils servent le plus souvent à rien, au mieux à pas grand-chose. On n'a pas un diagnostic du microbiote. Donc, on peut mesurer tout plein de trucs, mais on ne sait pas interpréter correctement les résultats. Donc, on connaît une infime partie du microbiote. Le microbiote, chaque bactérie a son propre cycle circadien. Donc, selon l'heure, le moment où on a fait la mesure, on ne va pas observer la même chose que si on avait fait la mesure une heure plus tard. Et la plupart des tâches, des activités de ces bactéries, on ne les connaît même pas. Et donc, essayer d'agir sur le microbiote en prenant des compléments de ceci, des gélules de cela, on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de faire. C'est le plus souvent quand même un énorme gaspillage d'argent. D'accord? Ensuite, c'est vrai que les personnes qui ont un microbiote sain, en général, ont un meilleur poids. Est-ce que c'est le microbiote lui tout seul ou est-ce que c'est l'ensemble, la constellation des facteurs qui ont contribué au bon microbiote? On ne sait pas quel est le poids de chaque facteur là-dedans. Mais essayer de prendre des compléments et de se dire, bah, si je prends telle fibre spécifique, je vais améliorer mon poids. Non, ça ne va pas marcher malheureusement. Mm. Mhm. Ok. Et tu parles aussi souvent de l'importance de la flexibilité alimentaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, je ne sais pas si tu entends flexibilité alimentaire ou flexibilité métabolique. Bah, tu peux nous dire peut-être si tu sais un peu différencier les deux? Mhm. Ça peut Parce que, intéresser. bon, moi j'aime bien parler de la flexibilité métabolique souvent. C'est la capacité de l'organisme à se débrouiller quand il n'a rien à manger. Mhm. Alors, je ne promeux pas le jeûne ni rien, hein, mais il faut laisser des temps sans manger entre les prises alimentaires. Et on est conçu pour ça et c'est OK. Et lorsque les personnes ont pris l'habitude de manger bah, tout le temps, de grignoter, etc., bah, il faut espacer ces temps, si possible au moins à 3 heures d'intervalle, mais on peut aller jusqu'à 6 sans problème. Et puis, laisser l'organisme se gérer tout seul, en fait, pendant ce temps-là. On peut même faire une journée pour voir. Et ça peut être inconfortable et certaines personnes ont un peu peur de ça, mais il faut s'habituer parce que l'organisme, il sait faire ça. Et donc, ça, c'est une flexibilité, c'est la capacité du métabolisme ou de l'organisme à aller puiser dans ses réserves et lorsqu'il n'a pas eu l'habitude de le faire, il faut lui réapprendre. Et puis l'idée, c'est, en tout cas dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ben, l'idée, c'est qu'il soit capable d'aller puiser dans ses réserves de graisse.
Mhm. Hein, donc, voilà, si on a un jerrycan d'essence dans le coffre de la voiture et qu'on laisse jamais le réservoir se vider, on va jamais pouvoir l'utiliser, ce jerrycan. Donc, c'est quand même l'idée de laisser notre réservoir se vider un petit peu. Donc, la prise alimentaire immédiate, eh ben, on la rallonge, enfin, disons, on allonge les intervalles entre. Et comme ça, on force un petit peu notre machinerie à aller puiser dans nos réserves, notamment nos réserves de matières grasses, pour faire le travail qu'il est capable de faire sans qu'on le nourrisse toutes les heures ou toutes les demi-heures. Donc ça, c'est la flexibilité métabolique. Par rapport à la flexibilité alimentaire, moi, j'aime bien revenir sur le fait que nous sommes des omnivores. Hein. Et être omnivore, ça veut dire qu'on est capable de manger de tout en tant qu'être humain, avec voilà, des exceptions. Hein. Il y a des personnes qui ne supportent par exemple pas les produits du lait, le lactose, etc. Il y a des personnes qui ne supportent pas le gluten. Mais en gros, on est capable de manger à peu près de tout. Et alors, c'est ce qui a poussé un peu vers le message de manger varié. Pour manger équilibré, on essaie de manger varié. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit manger de tout tout le temps. Ça veut aussi dire, cette flexibilité alimentaire, que notre organisme, il est capable de puiser les nutriments dont il a besoin dans une variété immense d'aliments. J'ai pas besoin de prendre une pastille de, je sais pas, vitamine C. Pourquoi? Parce que la vitamine C, elle est présente en assez grande quantité dans certains aliments et en toute petite quantité dans de très, très, très nombreux autres aliments qu'on ne va pas citer comme source principale de vitamine C, mais qui en contiennent. Et notre corps est capable de prendre ça, d'aller chercher ça dans les aliments. Et c'est pareil pour tous les autres micronutriments. Et donc, cette capacité vraiment phénoménale à absorber ces micronutriments qui arrivent en micro-quantité, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça aussi, Mhm. dans nos aliments, eh ben, c'est quand même c'est un super pouvoir qu'on a. Donc, on a très, très rarement besoin de compléments, en fait. Ça peut Mhm. arriver, ça peut sauver la vie, mais le plus souvent, c'est totalement inutile, c'est éliminé dans les urines et ça, juste, c'est du gaspille, quoi. Ça fait de l'urine très, très chère. Sympa l'image. Et puis du coup, qu'est-ce que tu en penses aussi de... On entend aussi de manger dissocié, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de manger? Alors, toutes ces modalités alimentaires, hein, de ne pas mélanger certains types d'aliments, par exemple dans le dissocié, on évite de mettre les matières grasses et les glucides au même repas, etc. Et puis il y a d'autres formes possibles. Finalement, l'organisme, si c'était un être humain, eh ben, il se marrerait bien. Parce que franchement, ça fait rien au niveau du métabolisme lui-même et dans une journée complète, ça change rien. Sur le moment, si on mesure dans un laboratoire, on va voir des petites variations sur le métabolisme ou sur l'oxydation de certains substrats, etc. Bien sûr. Mais sur la big picture, la grande, si on L'image. zoome out un petit peu, puis on regarde l'ensemble, ça fait rien du tout. Par contre, ça peut vraiment aider les gens dans leur comportement. C'est-à-dire que pour des personnes qui, en mangeant dissocié, par exemple, réussissent à manger un peu moins, mais faites dissocier. Ce sera en tout cas pas mal pour vous. Par contre, faites attention de consommer quand même suffisamment de végétaux, de légumes, etc. Faites attention de couvrir vos besoins en protéines, parce que c'est vrai que si on commence à avoir un repas où il y a ci, un repas où il y a ça, on est plus vite quand même à risque de manquer de certains types d'aliments, disons. Mais il n'y a aucun problème. Pareil avec le jeûne intermittent, la grande mode du jeûne intermittent. Alors, il y a des très très bons effets dans certaines catégories de population, en particulier les hommes en surpoids diabétique. Ça, c'est vraiment la catégorie chez qui ça aide le mieux. Il y a plein d'autres personnes chez qui ça fait des super bons résultats, mais tant mieux. Je veux dire, en gros, il n'y a pas de contre-indication à faire ça pour autant qu'on arrive à couvrir nos besoins nutritionnels, quoi. Mhm. Ouais, Mais faut ça ne va juste pas pas. avoir un effet magique, par contre. Ouais, j'allais dire, faut pas s'attendre à Ouais. un miracle sur ces Non. différentes méthodes finalement. Et j'ai l'impression que et c'est un peu la même chose dans le sport santé, mais j'ai l'impression que si au fait on se concentrait déjà sur les bases, de simplement de mieux s'alimenter, qu'on est régulier déjà dans ces bases, j'ai l'impression que
qu'on aurait déjà des effets et on n'aurait pas besoin de rentrer dans des modes. Et à t'entendre, j'ai l'impression que tu reviens vraiment sur ces basiques finalement, sans rentrer des fois dans le monde de la nutrition. Des fois, on se perd un peu justement, Oui. et peut-être pas, et sûrement pas à raison en fait. Ouais, ben, ce qu'il y a, c'est que ça complexifie tellement la situation pour rien que les gens sont un Mhm, peu perdus, puis du coup, ils font plus rien, ça paralyse aussi. mhm. Ouais, c'est ça. Mais il est vrai aussi que quand on dit bah, il suffit de manger équilibré, il suffit de bouger, bah, c'est pas si simple non plus. C'est pas vrai, Ouais. non. C'est simple, mais Mhm, c'est très difficile à faire. Et mhm. parfois, pour les gens, d'avoir un truc un peu magique, enfin magique, d'avoir un peu une recette, une règle, un truc à Ouais. suivre, ça les aide Mhm, vraiment à mhm, changer de comportement. mhm. Mais effectivement, s'ils font, je sais pas, pendant 2 semaines un régime dissocié, puis après ils passent sur autre chose, ils savent Mhm. plus où ils en sont, c'est Ouais. difficile. Ah, mm, Moi, j'ai remarqué pour moi-même hein, aussi, je trouve, dans la gestion de comment manger finalement les glucides. Bah, par exemple, si j'ai pas d'activité particulière l'après-midi, pas d'activité, j'ai envie de dire sportive l'après-midi comme ça, à midi, ça m'arrive de manger vraiment, même souvent, protéines et une bonne ration de légumes. Et j'ai des fois même plus d'énergie que si j'ai mangé une fois des glucides à midi. Par contre, bah, si mhm, j'ai par exemple une activité en début d'après-midi sportive, je sais que j'aurai besoin un peu plus d'énergie, bah, là je vais prendre par exemple une source de glucides, quoi. ouais, Et je sais pas ce que j'aimerais, je suis curieux d'avoir ton avis sur cette façon de, et je trouve, c'est pour ça que je parlais un peu du ratio glucides-protéines mhm, qui était des fois souvent même inversé, je trouve, chez les personnes, et puis d'une meilleure gestion de quand prendre ces glucides. Et mhm. sans les bannir complètement, on entend souvent qu'il ne faut pas en manger le soir, par exemple, mais j'ai aussi entendu bien l'inverse, que c'était important pour les hormones du sommeil. Donc, ouais, quel est un peu ton avis sur un peu Ouais. tout ce que je viens de lancer? Bah, je pense qu'il y a vraiment, déjà, il y a un peu une confusion et qu'on fait tout le temps, hein. Moi, je le fais aussi. On parle des glucides, c'est des nutriments en fait, Mhm, et on parle pas d'aliments. On mange pas des glucides en fait. On mange mhm, des aliments qui contiennent des glucides. mhm, Et si, par exemple, à midi, mettons, on mange, je sais pas, une source de protéines principalement, j'en sais rien, moi, euh, du fromage blanc ou du saumon ou des œufs, ou, enfin voilà, et on ne mange pas de source de féculents, donc pas de grande source de glucides, mais on mange une grosse ration de légumes. Dans les légumes, il y a un peu de Il y a glucides des aussi. glucides, ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, C'est pas genre, une ouais, grande source de tout à glucides. fait. Si tu vas aller faire un marathon, Mhm, tu peux toujours, tu vas te traîner avec tes glucides. Mais c'est quand même une source de glucides aussi. Donc, il y a cette confusion quand même, mhm, hein. Donc, on a tout à fait. tendance à attribuer, pareil pour les protéines, moi je dis aussi, même manger assez de protéines, en fait, c'est manger assez d'aliments qui contiennent des protéines. Tout à fait, ouais. Parce que les Ouais. protéines, il y en a aussi dans le riz. Mhm. Il y en a aussi il Ouais, y en a ouais, moins que on dans va la dire viande, les œufs et les lentilles, on va mais il dire y de en a quand source même. principale ouais, Et qu'on c'est entend. Ouais, ça. c'est Et ça, donc, ouais. on Ouais. a un peu tendance à simplifier ces choses, à faire ces espèces de raccourcis, Mhm, et c'est pas forcément très aidant. Après, c'est vraiment une question très individuelle. Euh, et par exemple, il y a des personnes qui sont très très confortables à pas manger de glucides le soir. Et si elles sont dans une démarche de perte de poids et que ça les aide à réduire leur rapport énergétique, mais bien sûr, moi je suis complètement pour. Par contre, pour les personnes qui, si elles ne mangent pas une source de glucides le soir, voilà, ça peut être des lentilles ou ça peut être des pâtes ou peu importe, ou un bout de pain avec leur soupe, eh bien, si elles sont pas bien avec ça, ça va être intenable à long terme. mhm, Donc, c'est pas tellement une question de à quel moment je mange quoi, c'est qu'est-ce qui est confortable pour moi et est-ce que je couvre mes besoins totaux sur la journée. mhm, Et bien sûr que si toi, tu vas faire une activité sportive dans l'après-midi et que tu n'as pas eu suffisamment de glucides plus tôt dans la journée, ben, tu vas être un peu collé. Tu vas pouvoir faire une activité, il n'y a pas de mhm, problème. Tu vas pas, de nouveau, notre flexibilité métabolique va faire qu'on est tout à fait capable de s'en sortir. Mais par contre, tu vas pas être au top de ta performance. mhm, Et on est aussi capable de fabriquer du sucre avec nos protéines mises en réserve, avec nos muscles. mhm, On est capable d'oxyder des matières grasses quand même à l'effort jusqu'à une allure, disons, une intensité d'effort modérée. mhm, Donc, on se débrouille, il n'y a pas de problème, hein. Et donc, d'avoir un peu de savoir déjà, de se connaître, de savoir de quoi on a besoin, ça aide. Et puis ensuite, disons, d'éviter d'avoir des règlements qui soient un peu à l'emporte-pièce, du genre, faut pas manger des glucides le soir. Ah non, mais il faut absolument manger le soir. En fait, non, c'est un petit peu plus subtil que ça. Et l'autre mhm, chose, c'est vrai que
Les études, souvent sur lesquelles on se base, elles sont faites dans des conditions qui sont extrêmement contrôlées, en laboratoire. La personne est agent, on regarde ce qui se passe, on lui donne tel truc, on regarde ce qui se passe. Dans la vraie vie, c'est jamais comme ça. On a eu une journée avec plein de choses qui se sont passées, puis des fois, on va être un peu collé à l'entraînement et ça n'a rien à voir avec notre alimentation, c'est juste parce qu'on a mal dormi ou qu'on est un peu stressé. Mhm. Donc voilà, on ne peut pas non plus tout ramener à l'alimentation, disons. Mais en Mhm. tout cas, moi, j'ai pas d'a priori négatif sur le fait de ne pas manger par exemple, de féculents en milieu de journée s'il n'y a pas une baisse d'énergie plus tard. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours à mes patients. Si vous avez faim plus tard, vous pouvez manger, C'est en ça, ouais. fait. Mhm. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et puis, quels sont les obstacles principaux, on va dire, en termes ben, psychologiques, mentaux, enfin, on peut utiliser différents termes, qui sont les plus courants finalement quand on veut perdre un peu de poids? Je pense qu'on en a évoqué quelques-uns, donc c'est pas mal peut-être de synthétiser les choses, Mhm. hein. Le plus souvent, ce que j'observe, c'est la multiplicité et les contradictions entre les conseils ou les injonctions. On entend ci, on entend ça, on ne sait plus quoi faire. Et puis, moi, ce que j'observe beaucoup dans cette tranche d'âge, c'est le désir quand même de profiter de la vie, hein. Donc, il y a un peu une contradiction entre ce que je devrais et ce que j'aimerais. Et Mhm. puis, je crois que notre rôle, et pareil pour toi dans l'activité physique, c'est de trouver en fait une jonction entre ces deux choses, Mhm. hein. Donc, quelque chose qui est bon pour moi et que j'aime faire ou que j'aime manger, ça, c'est quand même l'idéal. Ensuite, il y a l'épuisement. L'épuisement, c'est un monstre obstacle. Et puis, c'est un âge où c'est compliqué parce que souvent, il y a quand même des jobs qui sont prenants. Il y a des enfants qui sont des jeunes adultes qui ont encore beaucoup besoin de soutien, etc. Il y a souvent des parents âgés. Et je rappelle que c'est quand même le plus souvent les femmes qui s'en occupent de ces parents âgés. Et donc, ça rajoute encore voilà, de la pression, du boulot, Charge de la mentale. charge mentale, etc., etc. Et je crois qu'il y a vraiment aussi les femmes aujourd'hui qui sont concernées dans cet âge-là, c'est les femmes de la génération X. On a, je suis dedans, on a vraiment cette perception qu'on peut tout faire finalement et qu'on doit pouvoir tout faire aussi. Et il y a un peu un épuisement qui est légitime, hein, et de réussir à prendre un peu de recul puis se dire, ah non, mais peut-être qu'il faut que je série un tout petit peu les problèmes. C'est peut-être pas le bon moment maintenant de faire cet immense voyage ou c'est peut-être pas le bon moment maintenant d'essayer de perdre du poids. Je vais déjà essayer d'arrêter de grossir. Enfin, ce genre Mhm. de choses. Ou ben, j'arrête de penser à mon poids complètement. Et puis par contre, j'essaye de faire un peu plus d'activité physique parce que ça, c'est bon pour ma santé. Hein, donc, voilà, c'est vraiment, ça, c'est les obstacles que j'observe beaucoup. Et puis ensuite, le dernier obstacle, et c'est pas un des moindres, c'est, je dirais, le mimétisme un peu, donc de manger avec des gens qui mangent davantage. Et lorsque les enfants quittent le nid, ben, les femmes, très souvent, pas toujours, mais souvent se retrouvent avec leur mari ou leur compagnon, qui mangent souvent, pas toujours, mais souvent davantage, qui a des besoins énergétiques plus élevés. Et du coup, ce repas, qui était un repas familial, devient un repas en tête-à-tête où ben, souvent les femmes, elles mangent davantage ou pas aux horaires qui leur conviendraient. Et moi, je leur demande souvent, vous feriez quoi si vous mangiez toute seule? Ça, c'est la question à se poser. C'est est-ce que je mangerais ça, ce menu? Est-ce que je mangerais à cette heure-ci? Et est-ce que je mangerais cette quantité si je mangeais seule? 9 cas sur 10, on me répond, ah non, non, moi, si je mangeais seule, je ne mangerais jamais tout ça. Mhm. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, elles font rarement ce qu'elles aimeraient vraiment. Et donc, ça, je pense que c'est quand même un peu le moment où il faudrait commencer à s'écouter un peu plus, quoi. On a juste été interrompu et on va reprendre juste maintenant sur une dernière question. Du coup, est-ce que tu as aussi des conseils du coup pour maintenir finalement cette motivation d'instaurer de nouvelles habitudes et surtout des habitudes qui durent et tout ça en matière de nutrition et puis si ça va donner des pistes aussi pour l'activité physique. Alors, la première chose, je dirais, ce serait de se demander pourquoi on veut changer et parce que la motivation, tout le monde est motivé en fait, mais on est motivé par un résultat. Mais au fond, c'est quoi ce résultat? Donc, c'est quoi vraiment, vraiment qui me fait changer? Et je vais juste, je me prends le mini-temps d'une anecdote. C'est une patiente l'autre jour que j'ai vue pour la quatrième fois, je pense, et qui avait un peu une résistance à la perte de poids et tout ça. Et tout d'un coup, elle a eu l'illumination. Et moi, j'étais ravie parce que je l'ai amenée à ça progressivement. Mais
où elle me dit, mais moi, en fait, j'ai pas tellement envie de changer de mode de vie. Et je préfère finalement vivre avec ces 2, 3 kilos en plus et puis pouvoir vivre comme j'aime, comme je veux. Euh, et puis ça me va comme ça. Donc elle a identifié qu'elle n'avait pas une vraie raison de changer au fond. Et que le coût du changement, il était moins bon que le résultat escompté. Donc ça, je pense que c'est important de se demander pourquoi on veut vraiment changer. Et si on est clair là-dessus, c'est quand même plus facile. Et puis, la deuxième chose, c'est de privilégier la santé toujours plutôt que la pression sociale. Parce que faire des choses, faire des changements, parce que c'est bon pour notre corps, pour notre santé mentale, c'est quand même tellement plus puissant comme moteur que de se dire, ben, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, est-ce que je serai jolie sur la photo. Ça, c'est des moteurs qui sont très puissants chez les ados. Mais chez des cadres quinquas, c'est bon, quoi. C'est quoi qui est important pour vous finalement maintenant? Et donc ça, je pense que c'est des gros moteurs qui peuvent vraiment permettre d'améliorer le changement et de prolonger le changement. Et c'est des questions qu'on peut poser dès le début, mais dont on aura les réponses seulement petit à petit, hein. Enfin, auxquelles on aura les réponses seulement petit à petit. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes deux messages. Ouais, je trouve très intéressant parce qu'on parle finalement beaucoup d'état d'esprit Ouais. et de comment on aborde les choses. Puis on voit que ça part de ça, trouver du sens, trouver du plaisir aussi. Et c'était un mot que je cherchais juste avant, mais le plaisir de faire les choses, que ce soit manger ou bouger. Et c'est tout de suite plus facile quand on répond à ces questions. Et voilà. Donc, du coup, très intéressant, je trouve, que tu partages sur ce point de vue et puis pas qu'on rentre forcément dans des petits trucs finalement alimentaires, etc. Et que d'abord, il faut se poser la question. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. Du coup, on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Merci beaucoup déjà pour tout ce que tu nous as partagé, des précieux conseils, plein de choses que je pense que les personnes pourront en tirer. Mais est-ce que tu as un dernier message que tu souhaiterais passer, aux personnes qui nous écoutent? Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et en fait, je vais citer une athlète, une snowboardeuse, Julie Zog, qui est double championne du monde quand même. Et elle dit, parce qu'elle a galéré, hein, elle a eu, voilà, comme beaucoup de sportifs de haut niveau. Et elle dit, sans plaisir, pas de résultat. Et ça, c'est vrai en sport, mais c'est aussi vrai en alimentation. Donc ça, je pense que ça me paraît un bon message. Magnifique. Merci beaucoup. Et où est-ce que les Merci à gens peuvent toi. te retrouver s'ils ont envie d'en savoir plus à ton sujet, réseaux sociaux, site internet, etc. Alors, bon, on a le site internet de la boîte, hein. Donc c'est Mhm, mk-nutrition.ch. J'ai un compte Instagram, Dr Maike Kruzman, et puis je suis sur LinkedIn aussi, Maike Kruzman. mhm. Kruzman avec un seul N. Ouais, on mettra tout ça aussi dans la description de l'épisode. Merci. Et voilà, donc c'est aussi, on n'a pas dit, mais je sais pas si tu appelles ça un cabinet de nutrition ou... Ouais, 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 il est situé à Genève aussi. exactement. Est-ce Ouais. que tu consultes aussi à distance ou bien? Oui, Ouais. on fait beaucoup de consultes au cabinet, on fait beaucoup de consultes à distance. On a des gens un peu partout en Suisse et dans le monde, en fait. Je dis on parce qu'on est deux au cabinet. Donc, j'ai Mhm. une collaboratrice qui s'appelle Eléa Schneeberger, qui est diététicienne et que j'ai identifiée moi-même puisque j'ai la chance d'enseigner, en fait, en bachelor de nutrition et diététique. Donc, je l'ai repérée et on s'est repérés mutuellement et on travaille ensemble maintenant depuis 2 ans. Donc, elle travaille avec moi, à mes côtés, en fait, dans le cabinet. Ouais. Super, d'accord. On mettra toutes les infos que vous pourrez retrouver si vous Merci. voulez souhaiter vous faire accompagner une consultation ou autre. En tout cas, merci encore beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas aussi à aller partager l'épisode, mettre un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Ça donne la force aussi à continuer à créer du contenu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et au revoir, Mike. Bye, merci.